Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue mardi 14 avril 2026, Bitcoin, le dernier sell-off qui se fait attendre, aura-t-il lieu maintenant, plus tard, jamais? Ce sell-off que les investisseurs long terme attendent pour se repositionner à bon prix, qui avait 1000 raisons d'avoir lieu depuis le 28 février dernier, alors que la situation géopolitique reste compliquée. Bon, il faut savoir choisir ses adjectifs. C'est dur cette phrase. J'ai choisi compliqué, parce que le côté gauche du détroit d'Ormuz est bloqué par la marine iranienne, enfin bloqué virtuellement. Ils n'ont pas mis une barrière de bateau, mais le simple fait de pouvoir envoyer un drone, il n'y a aucun marin qui se risquera et aucune assurance qui assurera le contenu des tankers, des bateaux commerciaux, ceux qui transportent les marchandises, les bateaux de gaz naturel liquéfié. D'ailleurs, ça c'est un des baromètres majeurs, vous l'avez ici sous les yeux. Vous savez, alors on va faire beaucoup de choses dans cette nouvelle édition du CTB, mais vous savez, au fond, il y a 1000 baromètres du risque. Tout le monde se pose la question, par exemple, la semaine dernière, les indices boursiers se sont repris de manière complètement absurde, sans aucun lien avec la réalité globale macro-prospective actuelle et la réalité géopolitique du moment, qui évolue un peu chaque heure. Bon, mais tout de même, avec le recul de quelques semaines maintenant, même davantage, je pense avoir identifié les deux baromètres vraiment tangibles de l'apaisement. Bitcoin, lui, fait son propre chemin, vous l'avez noté, mais les deux baromètres tangibles de l'actualité et de son impact concret sur l'approvisionnement en énergie, notamment de l'Asie, de son impact économique, de son impact sur l'inflation. Alors, vous allez me dire, en numéro 1, le prix du pétrole. Eh bien non. Eh bien non. Je mettrai le prix du pétrole en numéro 2. D'accord ? Donc le pétrole brut US, WTI, le pétrole Brent. Je mettrai en numéro 3 le prix du gaz européen. Parce que ce gaz européen est très sensible notamment aux exportations de GNL du Qatar, qui pour le coup passe à 99,9% par le détroit d'Ormuz, et pour le coup, le Qatar l'a pris à la gorge. Bon, en numéro 3. En numéro 4, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, mais tout de même, je le redis, l'engrais urée, pour le coup, impact mondial sur le prix des cultures, notamment le maïs, notamment le blé. Ça représente 30% du coût variable des cultures, vous voyez, je me suis renseigné. Vous avez donc l'urée qui est exporté via le détroit d'Ormuz, et qui est un urée qui est fait à partir du gaz naturel. Et puis vous avez aussi l'urée qui est coté en Chine, qui pour le coup, lui, continue de s'exporter normalement. Mais les prix sont en hausse. Donc, là, j'ai donné le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Alors, c'est quoi le vrai baromètre du risque? Quel est l'indicateur qui, dès lors qu'il s'améliorera, permettra de revenir avec confiance sur le marché? Alors, encore une fois, Bitcoin a son propre cycle. Peu importe l'avenir, il y aura un impact en termes d'inflation. Je pense que, pour moi, le vrai bottom final, je le vois davantage j'ai un mois que je commence à avoir en tête, qui est le mois d'août, mais bon, dans la fourchette juin-août. Voilà. Pour le dernier bottom, vous savez, le dernier drop qui va survenir pour une raison X. Enfin bon, après, on verra. Mais bon, le vrai baromètre tangible, c'est le nombre de bateaux, tankers de pétrole, tankers de gaz naturel, les bateaux conteneurs standards qui transportent des marchandises, les super tankers, les super conteneurs, le nombre de tous ces navires qui passent par jour, qui franchissent le détroit. Au 26 février et au 27 février, ils étaient autour de 50-55. Dès le dimanche 28 février, nous sommes tombés à 22. Dès le lundi 30, c'était quoi? Je dis une bêtise, samedi 28, dimanche 29, mais non, c'était un mois, c'était 28 ou 29, je sais plus. Bon, non, c'était lundi 2 mars, exact, donc c'était dimanche 1er mars. Oui, parce qu'il y a 28 jours en février, cette année. Donc dès lundi 2 mars, on est tombé à 5, et là, depuis le début du mois de mars, on est autour de 5 par jour. Donc 5 sur 55, c'est pas beaucoup. Avec le blocus, donc la marine iranienne contrôle le côté gauche, côté ouest, et le côté est du détroit. Il y avait encore des tankers de pétrole qui passaient à destination de la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils venaient des ports iraniens, et forcément, si ça part des ports iraniens, c'est que ça transporte du pétrole iranien, et forcément, les gardiens de la révolution ne vont pas s'amuser à envoyer des missiles et des drones sur leurs propres navires.
ces bateaux sont désormais interceptés par la marine américaine, donc le côté est. Donc c'est tombé à zéro, il n'y a plus rien qui passe. Ces données-là, elles sont accessibles via Vessel Tracking Data en temps réel, ou quasiment en temps réel. Pour moi, c'est ça le baromètre. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, vous savez, soit on coule ensemble, soit les gens sont intelligents, on trouve un accord. Même la Chine, surtout la Chine et l'Inde, même si ce sont des ennemis stratégiques des États-Unis, à un moment ou à un autre, pour eux, c'est vital que le pétrole continue de circuler à travers le détroit d'Ormuz. Donc à un moment ou à un autre, personne n'a envie qu'on coule tous ensemble. Il y aura un accord. Il y aura quelque chose qui va finir par arriver. Et ensuite, les choses se normaliseront avec le temps. Moi, dès lors que je vais commencer à observer une vraie réaugmentation de cet histogramme des navires de transport, et en particulier oil tanker, via les données de Vessel Tracking Data, avant même, si vous voulez, la baisse du prix du pétrole, ce sera quand même 2 bons indicateurs de bottomisation. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, la semaine dernière, les indices boursiers ont fait une remontée un peu déconnectée. La divergence était nette avec le pétrole qui ne cassait aucun support. Voilà. En tout cas, on a là donc de baromètres tangibles, je vais vous les montrer. Donc on se fait un tour d'horizon de la bourse traditionnelle, comme d'habitude, avec les signaux techniques minimum avant de parler d'apaisement. Je vous remonte quelques datas sur la normalisation du détroit d'Ormuz, où en est l'inflation US, des chiffres sont tombés, les perspectives de taux de la Fed. Voilà, où en est-on là maintenant à mi-avril de toutes ces anticipations. Bitcoin, alors quand aura lieu ce fameux dernier sell-off que tout le monde attend, enfin que tout le monde, oui je pense, alors pas tous, parce qu'il y a une école de pensée, façon de parler, qui pense que le bottom était fait à 60K, et que du coup c'est un piège d'attendre le dernier bottom, comme ce fut un piège au T4 de l'année dernière d'attendre le dernier top, souvenez-vous. Bon, ça peut s'entendre, parce qu'on n'a pas eu le dernier top au T4 du dernier cycle, enfin il était faible, oui, donc du coup ils se disent on n'aura pas le dernier bottom que tout le monde attend, etc. etc. Moi je me dis, au pire, le marché fera le choix central. Pourquoi pas un double test des 60K, qui je pense finira par avoir lieu. Moi j'annonce pas 35, j'annonce pas 40, ça me paraît illusoire. Et franchement, une petite incursion entre 55 et 60, je parle toujours en dollars et en cas dollars. Bon, mais pas forcément pour maintenant. Voilà. Et les alts, tout à l'heure, je vais vous montrer une structure des alts. Beaucoup d'alts bottomisent tout en bas. Vous savez, les alts, les meilleurs jetons sont en train de bottomiser tout en bas en faisant un range. Ce sont des structures de bottomisation de fin de bear market. Je vais vous montrer des exemples, deux exemples sur l'action de Genfit et sur le jeton Link de ce que c'est que la vraie construction d'un bottom. Beaucoup d'alts ont la même structure. Je vous dis une chose, certaines d'entre elles, un tiers, font vraiment une bottomisation pour pumper, les 2 tiers des autres seront délistés ou iront à zéro. Donc faut pas se planter, faut pas aller sur des trucs de merde. Faut aller avec des alts avec du bon fondamental. La structure technique et du bon fondamental. Du bon fondamental, c'est quoi? Elles font du pognon et elles sont institutionnalisées, et en plus, pour idéalement un ETF US. Avec ces 3 trucs-là, plus une structure en bas de latéralisation, ça se tente. Voilà. Et donc dans les alts qui ont la structure, qui ont une utilisation, un usage concret, réel et institutionnel, prenez par exemple les jetons de la DeFi, de la finance décentralisée, et au sein des activités DeFi, qu'est-ce qu'il y a de plus tangible que de prêter de l'argent, donc les fameuses activités de lending par exemple. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques structures de ce qu'on peut commencer à attendre. Bien sûr, je parlerai de TH. Et voilà, donc c'est parti, nouvelle édition du CTB. Comment se repositionner de manière intelligente à l'achat dans le marché baissier cyclique du cours du Bitcoin? Vous ne trouverez pas le prix exact du bottom, vous ne trouverez pas le timing précis du bottom. D'ailleurs, moi non plus, mais le marché cyclique du Bitcoin, le fameux cycle de 4 ans, il est parfaitement documenté. Nous savons que le bottom sera quelque part au second semestre de cette année 2026. Nous savons, en appliquant les retracements et les extensions historiques, que le point bas en dollars se fera quelque part entre 40 000 et 55 000 $. Alors, vous avez choisi de vous repositionner cette année, disons avec 10 000 €. Pourquoi ne pas faire 10 paquets de 1 000 € et re-rentrer chaque mois 1 000 € à partir du printemps et jusqu'à la fin d'année et jusqu'au début d'année prochaine? Le repositionnement en DCA, dollar cost averaging, ça c'est une façon intelligente de rentrer, de lisser son prix d'entrée. Le positionnement en DCA est disponible chez Bybit et où
menu acheter des cryptos, one click buy, recurring buy, vous choisissez la crypto de votre choix, le montant, la fréquence, et ensuite les ordres seront exécutés selon la fréquence de votre choix au prix du marché. En plus, chers amis, foncez, suivez mon lien en description parce qu'actuellement il y a une offre spéciale chez Bybit concernant l'offre DCA avec des récompenses et des bonus à la clé. Allez, c'est parti mon kiki, nous commençons par le seul vrai baromètre de l'apaisement géopolitique, l'étape numéro 1 pour envisager le retour d'un cadre global macro qui finira par s'améliorer. Et ce qui est bien, c'est qu'au fond, lorsque tout ça va commencer à s'améliorer, parce que vous avez bien compris, ça va prendre des mois, ça va matcher avec le timing habituel de fin de bear market BTC. Donc tout va matcher, toutes les planètes seront alignées. C'est l'expression à la mode, notamment médias d'information continue. Et quand toutes ces planètes seront alignées dans l'axe, et les amis, qu'est-ce qu'on fait? On dégainera notre cash, on dégainera notre montagne de cash, et puis derrière on fait x3, on revend tout en 2029, et on part à la retraite anticipée. Objectif, retraite avant 50 ans. On va quand même pas bosser pendant nos vieux jours. Hein, faut de la vie un peu. Donc, le seul vrai baromètre qui compte, le nombre de bateaux qui passent, franchit le détroit, donc qui est rentré dans le golfe Persique et qui ressort. Rentre, non, c'est de l'autre côté. Il rentre dans le golfe Persique, non, c'est vrai, il rentre dans le golfe Persique et il ressort. Chargé de marchandises, chargé de pétrole, chargé de gaz, chargé d'engrais urée, chargé de potassium, chargé de tout un tas de marchandises, mais surtout de pétrole. Donc effectivement là, les données datent du 12 avril, donc on n'est pas loin. Hein. Vous constatez comme moi que ça circule pas beaucoup, et que même dans cette période de cessez-le-feu, tentative de négociation qui a échoué, les marins de toute façon sont rentrés chez eux. Beaucoup, alors, il y a encore ceux qui sont coincés, mais il y a ceux qui sont coincés qui vont déjà devoir sortir. Et puis après, il y a le flux habituel qui finira par reprendre. Mais vous voyez que ça a été très rapide. Donc ça, mais tant qu'il n'y a pas un début de quelque chose, et notamment les tankers de pétrole, donc les quelques tankers chargés de pétrole là qui sont passés, c'est ceux que l'Iran laisse passer, c'est normal, parce qu'ils sont passés par les ports iraniens. Donc logique. Et derrière, ils vont notamment à destination de la Chine, mais aussi de l'Inde, pour l'essentiel. Alors ça va changer, bien sûr, avec le blocus américain. Avec le blocus américain, vous pouvez suivre sur Twitter l'US Central Command. US Central Command. Voilà, US to blockade ships entering or exiting Iranian ports. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qui compte le plus. Bourse traditionnelle. Ne criez pas victoire trop tôt. Donc ça, je le mets en perspective. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, vous avez tous les indices boursiers, notamment le S&P 500, qui ont tenté des choses, et notamment la reprise en V-bottom du S&P 500, mais vous avez aussi la reprise en V avec un gap haussier du SP 500. Bon, depuis hier lundi, donc c'était un gap baissier en direction du gap haussier, mais quand même une reprise complètement dingue, irrationnelle. Rappelez-vous la reprise qui avait suivi la chute d'avril 2025 au moment de la guerre commerciale. Cette reprise ici, c'est parce qu'il y avait des accords commerciaux entre les États-Unis et ses principaux. Donc il y avait une réalité fondamentale. Là, le marché s'est essayé, le marché action, à faire la même reprise en donnant les mêmes signaux, alors que fondamentalement, je viens de vous montrer, il n'y a aucune amélioration, notamment en ce qui concerne le trafic maritime. Alors, transit maritime ou trafic maritime, on dira trafic maritime. Transit maritime, c'est lorsque c'est plus un aspect administratif comptable, lorsqu'on va envisager ça sous le forme, par exemple, des droits de douane. On dit trafic maritime. Et il n'y a rien. Alors, moi, j'aurais compris, effectivement. Donc, mais si vous voulez, il y a des baromètres qui ne mentent pas. Et moi, je dis donc prudence. Donc là, même pour la finance traditionnelle, même si vous envisagez, par exemple, quand est-ce que je reviens à l'achat sur les compagnies aériennes, quand est-ce que je vais racheter Air France, quand est-ce que je peux racheter des boîtes comme Accor, l'hôtellerie, ou même quand est-ce que je peux racheter les bancaires du CAC 40. Je pense qu'il y a un minimum légal à obtenir. Et le minimum légal, allez,
au bilan les indices, au bilan le dollar, au bilan les taux, au bilan l'engrais urée, au bilan le gaz européen. Là, j'ai quand même, je pense avoir mis, vous avez dans ce tableau les baromètres, les vrais baromètres des conséquences de ce conflit. Ça arrive après le nombre de bateaux qui passent par le détroit. Mais si je devais en retenir que deux, juste deux, donc, boum, deux comme ça, c'est le pétrole et c'est le nombre de bateaux qui franchissent le détroit. Le pétrole, la semaine dernière, n'a même pas donné le signal minimum légal d'apaisement. Et donc, si vous voulez, moi j'aurais compris et je n'aurais pas jugé absurde la reprise des indices boursiers si j'avais eu un pétrole sous 94 $. Alors, pourquoi je fixe ça, je remonte les choses. Toute l'année 2025 a été passée ici. Donc déjà, tout ce qui est au-dessus de 80 $ est inflationniste. Donc, entre 80 et 94, c'est déjà une zone rouge. Au-dessus de 94, c'est pareil sur le Brent. C'est pareil sur le Brent. C'est pareil, ce sont les mêmes niveaux. C'est en dollars. Là, c'est le choc inflationniste. Si on va au-dessus de cette zone et qu'on va chercher les niveaux de 2008, là, je vous en parle pas. Donc déjà, ça, d'ailleurs, l'inflation US nominale est remontée à 3,3 sur mars. Regardez déjà l'impact de 4 à 3,3. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'inflation sous-jacente ne bouge pas. Et c'est celle que regarde la Fed. Parce qu'il y a beaucoup d'autres pressions des inflationnistes. Parce que la demande est notamment sur les services. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ne criez pas victoire. Vous n'allez peut-être pas crier victoire d'ailleurs, mais si vous êtes tenté de crier victoire, ça y est, c'est le bottom, c'est bon, je repaye. Attendez au moins d'avoir une réintégration des 94 $ sur le pétrole US. Alors, si vous n'êtes pas patient, une clôture journalière serait suffisante, mais la semaine dernière, il n'y a même pas eu de clôture journalière sous 94. Après, il y a un avalement baissier weekly, donc on verra bien comment ça se passe à la fin de la semaine. Si d'ici la fin de la semaine, on a des bonnes nouvelles et qu'on clôture sous 94, ça veut dire qu'on va retomber à 80. Et là, d'accord. Et puis en plus, voilà, mais moi je pense qu'il faut combiner à la fois le nombre de bateaux qui passent, donc vessel tracking, les datas elles sont en retard 24-48 heures, et au moins le prix du pétrole, d'accord, au moins le prix du pétrole. Voilà. Alors la normalisation d'Ormuz, après voilà, imagine on se projette, nous projetons, pardon, et donc c'est-à-dire nous projetons, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre les États-Unis et l'Iran, et cet accord conduit à la réouverture du détroit d'Ormuz, à la fin des drones et des missiles sur tous les pays du Golfe, et donc derrière, ces pays du Golfe remettent en route la machine industrielle. Donc vous voyez déjà là, je m'avance dans le temps, parce que nous ne sommes pas à cette étape-là. Quand nous aurons cette étape-là, il y a des délais. Les délais dépendent des pays, mais grosso modo, vous avez en moyenne 2 à 3 mois pour remettre en route la machine industrielle. Donc ça, il faudra en tenir compte. La machine industrielle va se remettre en route en même temps que le transport maritime. Vous avez aussi, selon l'Organisation mondiale du maritime basée à Londres, 1 à 3 mois pour une normalisation du transport maritime à travers le détroit d'Ormuz. Alors, ce sont des délais de normalisation dès lors qu'il y a un accord officiel d'ouverture du détroit, qu'il n'y a plus un seul drone qui est balancé, parce qu'il suffit d'un drone, d'un missile ou d'une mine, un drone, pour que, derrière, les marins disent « moi, je ne vais pas en mer ». Voilà. Et que les assureurs disent « je ne t'assure pas ». Et aucun bateau chargé de pétrole, de gaz ou de marchandises ne circule sans être assuré. Or, les assurances dites de guerre sont suspendues depuis le 28 février. Qui vous dit, imaginez qu'il y a un accord entre les États-Unis et l'Iran. Qui vous dit que ce sera automatique que derrière les assureurs jouent le jeu? Peut-être que les assureurs vont dire non, attendez, ok, vous êtes mignons, mais nous on veut d'autres garanties. Donc voilà, on ne sait pas ça, on ne sait pas. Bon, après les choses se passeront peut-être bien, mais moi vous connaissez, je suis plutôt de nature optimiste, moi je suis toujours à la recherche du bottom et du prochain bull run. Et je suis aussi réaliste, je vois à peu près les délais. Après, les marchés seront toujours dans l'anticipation. Comme le marché est en avance sur l'économie, bien sûr qu'il ne faudra pas attendre que tout soit normalisé pour acheter. Le marché est en avance de quelques mois sur l'économie réelle. Donc si l'économie réelle a besoin de quelques mois pour se normaliser, le marché va anticiper. Et quand tout sera normalisé, il sera déjà tout en haut. Donc voilà. Mais c'est pourquoi j'essaye de trouver ce qui sera vraiment le plus important. Et donc je vous dis que un pétrole qui réintègre 94 à 90 et un début de rebond de l'histogramme que je vous ai montré du nombre de bateaux qui passent par le détroit, je pense que là, quand même, ce sera un bon timing pour y aller. Parce que si on attend que tout soit normalisé,
le S&P 500 sera déjà sur de nouveaux records historiques et vous allez payer le top de marché. C'est toujours un peu relou de payer le top, on préfère payer le bottom. Enfin, d'accord, on achète en bas, on vend en haut. C'est un peu comme ça qu'on gagne, enfin, à l'achat en tout cas. Voilà, donc tout ça me paraît, important, sachant que donc justement, au stade actuel, il n'y a pas de baisse de taux de la Fed avant fin 2027. Et vous savez, il suffit qu'il y ait un accord géopolitique pour que cette probabilité remonte à 2026. Donc voilà, mais au stade actuel, voilà où nous en sommes. Et donc maintenant, passons en revue le cours du BTC sur le plan technique. Sur le plan technique, la situation ne change pas vraiment pour Bitcoin qui évolue toujours sous la ligne de tendance en place ici depuis le début du bear market cyclique. C'est la même configuration sur la market cap totale. Alors notez que depuis le début du conflit, depuis le début des opérations militaires du 28 février dernier, Bitcoin en fait était en range. Alors oui, au-dessus de 67 000 $, il est en hausse depuis le début du conflit. En dessous, il est en baisse. Au final, le comportement est très différent du marché action. Mais d'un point de vue technique, c'est un simple trading range. Et là, le marché, alors la question qu'on se pose, le marché répète-t-il cette pattern? Répète-t-il cette pattern dont finalement il est sorti par le bas à la fin du mois de janvier dernier? Alors, il y a des éléments de comparaison, il y a des différences, je les explique régulièrement. J'en remets une petite couche pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux, les retardataires, bref, pour tout le monde, pour tout un chacun. La différence entre ce trading range-là, dans le marché sorti par le bas, et celui-là, elle est déjà, donc les indicateurs de momentum en données hebdomadaires, sachant que donc dans le range de janvier, on était très loin des zones de survente. Là, le marché y est entré, il en est ressorti par le haut. C'est des configurations de fin de bottom, mais la principale différence, c'est le positionnement. Vous avez en blanc la courbe de Bitcoin, vous reconnaissez le range de janvier, notre range actuel, et les données de funding. Eh bien, dans le range de janvier, les positions longues à effet de levier étaient massives. Regardez-moi tout ce vert, et regardez la situation actuelle. Il y a certes un peu de vert, il y a surtout du gros rouge. Et en général, le marché va taper la majorité, va choper les stops de la majorité. Là, c'était un range classique, tout le monde achetait, et donc on va chercher les stops des acheteurs, donc on tape en bas. Là, ça achète certes, mais ça vend aussi beaucoup. Alors du coup, peut-être que le piège est de croire que le marché va répéter cette pattern et peut-être au fond faire un choix différent qui pourrait être celui d'une dérive latérale. En tout cas, pour le moment, depuis dimanche, il y a eu un rejet sous la trend, alors en lien avec l'actualité géopolitique, et aussi en lien avec l'aspect technique. Si vous regardez par exemple, vous pouvez aussi y ajouter les enseignements du système Ishimoku. Et ensuite, je vais vous montrer des choses sur le cycle de 4 ans, j'arrive. Eh bien, voilà, vous voyez que la sortie par le bas du Kumo avait relancé le mouvement à la baisse. Là, quand j'enregistre la vidéo, on est au bord du Kumo. Donc voilà, les choses pourraient effectivement se répéter ou ne pas se répéter. Ça monte, ça baisse, ça peut faire plein de choses. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'arrive. Mais voilà, l'idée c'est toujours pareil. Le marché va-t-il finir par aller chercher la trend qui est ici, la trend cyclique depuis le bottom de 2022, tracée ici en cours de clôture, en attrapant les mèches, et qui donne toujours ce range compris entre 55 et 60. Et vous savez, ce range entre 55 et 60 que l'on retrouve 1000 fois avec 1000 approches, cyclique, on-chain, technique, timing, cycle de 4 ans. C'est la zone qui pointe, c'est la zone où on aurait pu aller, où le marché aurait pu aller. Depuis un mois, il ne l'a pas fait. Finira-t-il par y aller? Bon. Voilà. Alors, c'est vrai que le cycle de 4 ans, il y a une façon intéressante de le représenter, c'est la moyenne mobile à 4 ans. Donc ici, en jaune, vous avez pris du Bitcoin, en bleu, vous avez la moyenne mobile à 4 ans. Et on voit qu'historiquement, donc les bear markets précédents se sont terminés soit au contact de cette moyenne mobile à 4 ans, soit après avoir basculé en dessous. Et donc vous avez ici en vert le 4-Year Average Price Index, qui est donc Bitcoin relativement à cette moyenne mobile à 4 ans. Donc lorsque c'est égal à 1, ça veut dire que Bitcoin est à son contact. Donc là vous voyez qu'actuellement on est à 1,20. Donc ça veut dire 20% de la moyenne mobile à 4 ans, qui, oh incroyable, 59 000 $, elle aussi. Donc dans toute l'histoire du Bitcoin, en gros, le bottom s'est fait soit à 1, soit à 0,80. Ça veut dire soit à égal à la moyenne mobile à 4 ans, soit 20% en dessous, grand max. Donc,
Ça montre bien que dans l'hypothèse de point bas final d'Uber, qui je pense aura lieu d'ici le mois d'août, il y a l'hypothèse la plus bullish qui consiste à dire que le marché fera à la fin un double bottom sur 60K, parce que justement, si là il revient tester 60, en fait il va tester sa moyenne mobile à 4 ans, bon, cycle de 4 ans, à un moment ou à un autre, voilà. Ça c'est l'hypothèse voilà, d'une sorte de double bottom. Et puis sinon, il y a l'hypothèse d'aller basculer en dessous, et dans cet intervalle 10 à 20% en dessous, et donc ça nous ramène toujours autour des 50-55. Enfin, vous le savez, si vous ne le savez pas, vous pouvez reprendre mes 3-4 dernières vidéos. Voilà, vous savez que c'est la zone classique de fin de bear market. Après, bien sûr, le marché n'ayant pas réussi à trouver au T4 de l'année dernière les standards de top de cycle, peut-être que le piège est d'attendre les standards de bottom de cycle. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'en tout cas, depuis le début du conflit, il avait 1 million de raisons d'y aller. Alors c'est vrai que lorsque vous regardez, et là je termine avec ça, après je parle des alts, le RSI du ratio Bitcoin-Gold, pardon, c'est bottom de bear, quoi. Sauf que là, on a des signaux de RSI qui ne devraient pas être là maintenant, plutôt en seconde partie d'année, mais ils le sont déjà. Alors, et je termine par vous montrer ça avant de parler des alts, et ça c'est ce qui m'intrigue le plus. Là, vous avez le Bitcoin ATH Drawdown. L'écart de Bitcoin par rapport à son record historique. Vous voyez que les points bas des précédents bear market, c'était moins 92%, moins 80%, moins 75%, moins 75% de drawdown. Là, on a fait moins 48%. Regardez bien le RSI. À chaque fois, lorsque le RSI ressortait par le haut de la zone de survente, ça correspondait, regardez, là il y avait même la deal, ça correspondait au bottom. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois, depuis 15 ans, le RSI ressortait par le haut de la zone de survente, mais on avait un drawdown entre moins 70 et moins 80. Et là, il est ressorti par le haut, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Sauf que là, le drawdown reste au-dessus de 50. Alors, qui a raison? Est-ce que le RSI est en train de nous dire, sur ce bear market, on ne fera pas le drawdown comme on fait d'habitude? Qui a raison? Ou au contraire, faut-il simplement regarder la courbe et se dire, non, le drawdown ce sera par ici. Le prix, son momentum. Parce que c'est vrai que quand je vois tous ces RSI sur Bitcoin Gold, Bitcoin USD, Bitcoin Silver, Bitcoin ATH Drawdown, je me dis que il est possible effectivement que le piège soit d'attendre le drawdown habituel de moins 75, moins 70. Alors, probablement qu'il y aura une divergence comme ici, donc on fera un truc un peu plus profond que moins 50%. Mais bon, c'est vrai que depuis je pense que moi qu'il manque un dernier sell-off, mais depuis fin février, il est étonnant Bitcoin. Et les alts aussi d'ailleurs, bon, en même temps elles sont au plancher, mais elles sont tout en bas. Alors les alts, c'est vrai que si vous regardez les alts, elles sont tout en bas. C'est des configurations que vous retrouvez partout. Et ça, ce sont des jetons solides fondamentalement. Alors oui, eux, ils font plus rien parce qu'ils sont déjà tout en bas. Et c'est vrai que si vous regardez un certain nombre d'alts qui ont des bons fondamentaux, je vous monte Avax, je vous monte Axelar, RSR, Ondo, SHIB, non je rigole pour SHIB, Link, bon, voilà, vous avez partout des ranges. Le conflit, voilà, elles font plus rien. C'est vrai que, tenez, Link est un très bon exemple. Voilà comment on termine un bear market. Là, c'était le cycle précédent, le sommet. Un bear market, idéalement, ça se termine par une grosse phase de range dont on sort par le haut. Link fut l'exemple parfait. Je vous montre un exemple sur le marché action Genfit. Genfit, cet exemple fut incroyable. Un long bear market entre 2015 et 2020. Une énorme phase de range. Un rectangle dont on sort par le haut et c'est la confirmation qu'on est en bull market. Ça, cette façon de se retourner à la hausse, c'est magnifique. Moi, c'est ça que je cherche sur les alts. Et ce que je constate, c'est que beaucoup d'alts commencent à proposer ce type de range tout en bas. Certaines d'entre elles iront à 0 et seront délistées. Certaines d'entre elles
iront à zéro et seront délistés. Parce que pas de fondamental, parfois long, mais pas d'utilisation institutionnelle. On peut avoir un bon fondamental, mais si personne ne vous utilise, vous allez zéro. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des configurations techniques d'alt, comme je viens de vous montrer, des gros ranges tout en bas, avec un vrai fondamental, donc une vraie utilisation, une blockchain qui sert à quelque chose, ou en tout cas, si c'est pas une blockchain, eh bien un service numérique qui sert à quelque chose. Vous avez par exemple les jetons de la finance décentralisée, hein, les activités de prêt sur la blockchain, par exemple, AAV, COMP, et d'autres, Morpho. Et puis, il faut associer à ça un fondamental qui sert. Pas trop de concurrence, parce que beaucoup de jetons ont des bons fondamentaux, mais ils sont tous concurrents l'un de l'autre. Donc ils ne captent pas assez de valeur. Donc il faut pas trop de concurrence, ou être un leader de catégorie avec un bon fondamental, une phase latérale technique en bas, et, encore mieux, un projet d'ETF. Bon ça, d'ETF US, ça, elles l'ont pas toutes. Axel, là, par exemple. Voilà. C'est vrai que les alts peuvent sembler étonnantes, mais en même temps, elles étaient déjà tout en bas. Donc si un jour Bitcoin doit nous faire son fameux dernier sell-off que tout le monde attend, vers 50-55, ça va être difficile de les voir exploser à la hausse, sauf si entre-temps elles ont explosé à la hausse et qu'elles ne font que retracer. Tiens, je termine par ce graphique qui m'intrigue le plus. Le RSI appliqué au Bitcoin ATH Drawdown. De toute l'histoire, à chaque fois que le RSI ressortait par le haut de la zone de survente, c'était le bottom de l'ATH, et ce bottom d'ATH était entre moins 80 et moins 70%. Et là, on a le signal du RSI, mais l'ATH Drawdown reste au-dessus des 50. Alors, est-ce que finalement il y restera parce que l'ancien cycle n'était pas un cycle d'euphorie haussière, notamment au T4? Tout ça pourrait aussi tenir la route. Merci à toutes et à tous de votre attention.